Merci Pascal. beaucoup. Dans un petit instant, on va complètement changer de sujet. On va évoquer la fraude sociale. On la compare parfois à la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est de l'argent qui ne rentre pas. La fraude sociale, c'est toujours de l'argent qui sort. Même si c'est peu, c'est trop. À tout de suite. La deuxième partie de Périscope consacrée aujourd'hui à la lutte contre la fraude sociale. J'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Goulet, sénateur de l'Orne. Tout à l'heure, je vais parler, pas de pialer. Bien aussi, mais c'est pas Je chez moi. vous prie de m'en excuser. 101, je devrais connaître mes départements. Vous êtes sénatrice UDI et vous êtes la co-auteure d'un rapport qui a été remis à Madame Buzyn et au Premier ministre sur les voies et moyens pour réduire la fraude sociale. Peut-être d'abord en déterminer l'ampleur. Est-ce qu'il est exact que c'est parti d'un chiffre qui circulait, dont l'origine est le travail d'un magistrat, Charles Prats, qui indiquait que, sur la base d'un calcul, qui est plutôt une projection, un travail de modélisation, toujours contestable, la fraude sociale coûtait 15 milliards d'euros. Alors, c'était 14, c'était beaucoup, et en fait, c'est un travail que j'avais relayé déjà depuis 2016, qu'a fait Charles Pratt, avec lequel je travaille aussi sur la fraude fiscale. Ouais. Alors, d'abord, c'est pas parce qu'on chasse la fraude sociale qu'on cherche pas Bien la sûr. fraude fiscale. Ouais. C'est fromage et dessert, Ouais. les deux. Hein, bon. Donc, en 2016, j'avais posé une question d'actualité au gouvernement pour, vous savez, ce 1 800 000 numéros sur la base de fautes documentaires. Et puis, on a continué à travailler là-dessus. Et Charles Pratt avait fait une projection en disant, écoutez, il y a 1,8 million de faux numéros, il y a environ 5, 6, 7 000 euros de dépenses par carte. Ça fait un enjeu de fraude de 14 milliards. C'est une projection. Et donc, on a repris ça régulièrement, sans être vraiment contredit, sans avoir d'audit, sans rien. Et puis, la chose a fait boule de neige. Et l'année dernière, au moment des Gilets jaunes, tout ça a fait une explosion qui a été évidemment utilisée par notamment Marine Le Pen. Et donc, le gouvernement a décidé de nous confier avec Carole Grandjean une mission sur la fraude sociale. Alors, nous allons voir tout ça avec Hubert Koster. Donc, si je résume, un travail d'enquête aujourd'hui sur la situation, sur les mesures correctrices que vous suggérez, sur la base d'un rapport, un rapport projection qui était relativement contesté. Hubert Koster fait le point. Le chiffre avait enflammé les esprits en décembre dernier, 14 milliards d'euros de fraude des étrangers aux prestations sociales chaque année en France. C'est un magistrat qui l'avance. Charles Prats fut, il y a 10 ans, membre d'une délégation de lutte contre la fraude. Son chiffre est tiré d'un rapport de 2011. Sur un échantillon de 2000 dossiers d'immatriculation d'étrangers à la Sécu, le rapport évoque une fraude documentaire de 10%. 10% extrapolé à l'ensemble des immatriculations, multiplié par la moyenne des remboursements et prestations, 7 500 euros, on atteint 14 milliards d'euros. Une démonstration intégralement contestée par la CNAV qui gère l'immatriculation des étrangers. Les 10% de fraude ne se réfèrent le plus souvent qu'à des photocopies pas très lisibles ou des actes de naissance un peu trop pliés. En aucun cas à des fraudes aux prestations. De plus, pour obtenir des prestations sociales, un numéro de sécu ne suffit pas, il faut beaucoup d'autres documents, pièces d'identité ou carnet de famille par exemple. La commission des affaires sociales du Sénat, qui s'est penchée sur ce chiffre, a conclu que la fraude aux immatriculations d'étrangers s'élevait plus probablement aux alentours de 130 millions d'euros. C'est 100 fois moins que les 14 milliards annoncés. Alors, Hubert Koster reprend des éléments du débat. Il ne s'agit pas de dire que c'est vrai ou faux. Vous êtes là, d'ailleurs, vous avez travaillé sur le sujet. C'est pour nous éclairer. Oui, justement. Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer comme absolument juste et qu'est-ce qu'on peut considérer comme contestable? Alors, je vous propose d'oublier ce qui a été fait. Bon. Et par le rapporteur général, et je vais vous expliquer pourquoi, et par Charles Pratt dans l'immédiat, je vais vous expliquer pourquoi. Notre sujet, c'était la fraude aux prestations sociales. Donc l'ensemble des prestations sociales, soit dit en passant, pour ceux qui nous écoutent, c'est quand même 450 milliards de redistribution par an. Donc on est un pays extrêmement généreux, dans des conditions extrêmement faciles. Ceci expliquant cela. Politique de la famille, politique de santé, le chômage, c'est toute la protection sociale. 450 milliards de protection sociale. La retraite. C'est beaucoup d'argent. Et vous savez que plus le système est facile et plus il auto-crée la fraude qui va bien avec. Bon. Donc, aujourd'hui, on a ce montant extrêmement important de prestations versées et on a obtenu
de la CNAV, de la CNAM, la direction de la sécurité sociale, ce qu'on attendait depuis longtemps, c'est-à-dire le nombre de cartes vitales en circulation. Ce nombre a été annoncé à grand renfort de publicité le 5 septembre dernier, après la présentation de notre pré-rapport. 59,4 millions. Exactement. Sur 66 millions. Nous sommes presque 67 millions. Voilà. Donc, je reviens au débat qu'on a pu avoir les uns et les autres. On nous parlait de 110 millions de cartes vitales bidons. Non, ça, c'est pas 110 millions de cartes vitales. On avait dit qu'il y avait 110 millions de personnes inscrites dans les fichiers de l'INSEE. Alors, on regarde précisément cette infographie parce qu'elle va nous servir de base. 110 millions de personnes, mais c'est depuis 1946. C'est ça, donc ça n'a rien à voir. Donc, il faut mieux éliminer ça. Mais on dit quand même, puisque ce sont des chiffres qui ont circulé, 84 millions de personnes réputées en vie, alors qu'il y a 67 millions de Français. Voilà. Alors, donc ça, c'est un stock qui n'a pas été nettoyé. Oui, alors voilà, c'est un stock qui n'a pas été nettoyé, pour lequel le gouvernement a accepté un amendement au PLFSS, au projet de loi de finances de sécurité sociale en première lecture, à l'initiative de ma collègue Carole Grandjean, pour pouvoir faire le point de ces fichiers. Oui. Mais il faut bien comprendre que pour avoir l'historique des personnes, pour avoir l'historique des droits, y compris quand il y a des pensions de reversion, des choses comme ça, c'est normal que l'INSEE conserve dans ses... Ce qui est moins normal, c'est qu'on ne tire pas les conséquences de gens qui seraient morts. Et ça. Bon. Donc, si vous voulez, tous ces chiffres-là ont été extrapolés de la conférence de presse qu'on a donnée, qui est en ligne le 3 septembre dernier, pour lequel on n'a jamais dit qu'il y avait 84 millions de cartes vitales. Donc, venant en réaction, les services nous disent qu'il y a 59,4 millions de cartes, et ça nous fait très plaisir. Et je vais vous dire pourquoi. Vous avez cité le 66,9 millions de Français. Bon. Vous retirez les Français qui n'ont pas 16 ans et qui, en principe, n'ont pas de carte vitale. Ils sont sur la carte de leurs parents. Voilà. Et donc là, vous avez 5 millions de cartes vitales en trop. Mais enfin, il y a une disposition qui dit qu'à partir de 12 ans, si vous voulez que votre gamin ait une carte et subsidiairement la perde, parce que c'est comme ça que ça se passe à 12 ans, même un peu plus tard aussi d'ailleurs, dans ces cas-là, c'est 1 900 000 cartes en trop dans le système. Et ceci vient conforter une étude de l'IGAS, les services de contrôle de l'IGAS et de l'IGF, c'est-à-dire de l'Inspection Générale des Finances et des Affaires Sociales de 2013, où il y avait 7,775 millions de cartes en trop. Donc ça fait plusieurs années qu'on est entre 5 et 7 millions de cartes en surnombre dans notre système. Et c'est ça qu'il faut attaquer. Mais ça signifie qu'il y a des porteurs qui sont illégitimes ? Des porteurs qui sont illégitimes. Des porteurs de cartes vitales. Des porteurs de cartes vitales qui sont illégitimes, des porteurs qui sont morts, des porteurs qui ne sont pas les bénéficiaires initiaux. Je suis un étudiant Erasmus, pas conflictuel. Bon. Je viens en France, j'ai une carte vitale normale. Je rentre dans mon pays, je passe la carte vitale à un copain et tout ça continue parce que le texte de loi qui prévoit la carte vitale prévoit qu'elle est délivrée à vie. Et nous, ce qu'on veut absolument, et ça vous allez très bien comprendre, c'est que la carte soit liée au droit du porteur. C'est pour ça qu'on avait dit à durée limitée, un contrôle d'existence, etc. On va finir par trouver un système qui permette cette adéquation entre le porteur et ses droits. Alors, j'ai lu avec attention une grande partie du rapport. Je suis quand même très étonné dans un pays qui est très administré, dans lequel l'administration est toujours très attachée aux détails, au formalisme, qu'on ne soit pas foutu de croiser un certain nombre de fichiers. Vous le dites d'ailleurs, la RGPD, c'est la protection des données personnelles, n'interdit en rien les croisements et les échanges de données. Tous ceux qui se cachent derrière leurs petits doigts en disant que ce serait une violation de l'intimité nous racontent des cracks. À peu près. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un système en tuyau d'orgue. C'est ça, c'est une belle image. Parce que notre système de sécurité sociale, il a été en gros créé pour des gens qui n'étaient pas mobiles, ni professionnellement, ni géographiquement. Or maintenant, il y a une très grande mobilité géographique, une très grande mobilité professionnelle. Et donc, c'est difficile de s'adapter. Donc en fait, ce qu'on doit faire, c'est mettre en commun un certain nombre de données. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous pouvez être célibataire à Paris et percevoir des prestations. Être en couple dans l'Orne et en recevoir d'autres. Adopter un enfant à Marseille, enfin reconnaître un enfant à Marseille et recevoir d'autres prestations. Vous n'avez pas de domicile social. Avec le même nom, la même identité, le même état civil. Oui, monsieur. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire par exemple coller le domicile social au domicile fiscal. Oui, bien sûr. Donc maintenant, les échanges de données commencent. Ça commence à aller mieux. Mais il faut avancer vers ces échanges de données entre les caisses. Parce qu'il faut qu'on établisse quelque chose qui s'appelle le « dites-le-nous une fois ». C'est-à-dire, une fois qu'on l'a dit à l'administration, on sort d'un système qui favorise la faute. Quand on vous demande du déclaratif, vous dites tout
vous vous en dites un petit peu, ou vous en cachez un petit peu. Oui. Mais si les données proviennent de l'administration, par exemple l'administration fiscale à qui vous avez déjà déclaré des choses, alors vous n'avez plus à le dire parce que c'est l'administration qui le dit pour vous et vous n'avez plus qu'à corriger si par hasard l'administration s'est trompée. Est-ce que ça signifie que pendant très longtemps, nous n'avons pas pris au sérieux cette question? À chaque fois d'ailleurs qu'on évoque la fraude sociale en France, vous avez raison de le préciser, on nous dit mais attention, fraude fiscale c'est pire. Ouais. Hein, nul ne peut se prévaloir de la turpitude d'autrui, vous le savez, pour justifier la sienne, et encore moins de la sienne. Là, est-ce qu'on a vraiment été très sérieux? J'ai lu que le précédent président de la République avait mis un voile sur un certain nombre de travaux qui avaient été menés pour éviter d'ouvrir un front social. Mais il y a des très bons rapports qui ont été faits par les services, l'IGAS, l'Institut général des services et des affaires sociales. Il y a eu des très bons rapports de fait sur le sujet, mais c'est difficile de bouger le mammouth. Hein. C'est un État dans l'État. 450 milliards, c'est un État dans l'État. Bon. Et puis il y a beaucoup de bénéficiaires. Et puis, les gens, il faut bien comprendre que c'est pas une chasse aux pauvres. C'est pas aussi une chasse à l'immigré, c'est totalement ridicule. Ce que je vais vous expliquer est extrêmement simple. Vous avez aujourd'hui des réseaux extrêmement organisés qui ponctionnent nos systèmes de santé. Alors, ce que vous dites, je voudrais quand même le préciser parce que ça me paraît important, c'est que, je lis le rapport, les rapporteurs ont estimé qu'il n'était pas matériellement possible de procéder à un chiffrage du montant. Non mais c'est un premier point. C'est important de le dire, c'est que tous les chiffres qui circulent sont des chiffres relativement fantaisistes. Enfin, en tout cas, contestables. Voilà. Contestables. Mais ce que vous dites également, c'est que la fraude sociale, c'est d'abord une fraude très organisée. Exactement. Avec des réseaux. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Alors, d'après Tracfin, qui est donc la cellule qui traque notamment les cellules de blanchiment et de financement du terrorisme, qui depuis plusieurs années s'est attaquée à la fraude sociale, ce qui prouve quand même que c'est un sujet. Donc, vous avez beaucoup de facilités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez déléguer vos prestations à un tiers. Et donc, vous avez des réseaux par exemple, on a dans nos auditions eu un nouveau type de fraudeurs qui sont les serial reconnaisseurs de paternité. Vous avez dans nos systèmes... C'est devenu leur métier. Voilà, c'est devenu leur métier. Il y en a un qui a reconnu 70 enfants. Alors, c'est au bout du 70e qu'on s'était dit, tiens, peut-être que celui-là, on l'a déjà vu. Alors, pendant ce temps-là, l'enfant devient français, la mère devient parent d'enfant français. Tout ça passe, évidemment, au distributeur. Et l'heureux papa récupère une partie des sous qui, après, peut aller à l'étranger ou ailleurs. Donc, il y a des circuits organisés. Et ces circuits-là, il faut y mettre un terme. Tracfin, d'ailleurs, y travaille, la cellule, comme je vous l'ai dit, du ministère de l'économie et des finances. Je vous interromps. Ces réseaux, ils ont vocation à enrichir des personnes ou à financer des causes? Les deux. Je pense les deux, mon capitaine. On peut pas dire... Ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas dans la poche de ceux qui en ont vraiment besoin. Et avant que je n'oublie, pourquoi c'est important de chasser la fraude sociale? Parce que vous avez dans le même temps 28% des Français qui ne vont pas chercher les droits auxquels ils pourraient prétendre, c'est-à-dire le non-recours. Et ça, c'est une catastrophe. Donc il faut que cet argent aille à ceux qui en ont besoin et pas aux fraudeurs. Avant de réduire les allocations chômage, il faut aller d'abord prendre les sous dans la poche des fraudeurs. C'est par ça qu'il faut commencer. Alors, on poursuit notre série des idées simples ça peut rapporter gros. À la vie longue, mais qui peuvent rapporter gros, vous avez raison de le dire. Donc, on parle du registre des personnes physiques qui nous dit, là aussi, on a besoin d'un éclaircissement, il y aurait en France, je sais qu'on vit bien en France, hein, une belle gastronomie et un bel art de vivre, 3,1 millions de personnes de plus de 100 ans réputées en vie. Voilà. Réputées en vie, qu'est-ce que ça signifie? Puisque l'INSEE nous dit, en réalité, des centenaires, il y en a, mais il n'y en a que 21 000. Eh bien justement, on a essayé d'avoir un peu plus d'explications, on n'en a pas eu, et c'est aussi l'objet de la mesure qui a été demandée à l'Assemblée nationale avec l'accord du gouvernement et votée, de faire un peu le ménage dans ces fichiers pour voir un peu où on en était. Il est grand temps. Quel a été l'accueil de vos collègues sénateurs et députés? C'est un sujet un peu tabou quand même, la fraude sociale. Est-ce que vous avez d'abord trouvé de la coopération auprès de vos collègues au Sénat, à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous avez trouvé aussi de la coopération dans les organismes de sécurité sociale? Est-ce qu'il y a une volonté de mettre fin
assez pratique? Alors, il y a des positions mitigées, hein, évidemment. Donc, au Sénat, même avec le rapporteur général du budget, donc, qui avait fait cette analyse dont vous avez parlé tout à l'heure, qui ne porte que sur une toute petite partie, qui porte seulement sur la fraude documentaire liée à l'inscription des étrangers. Donc, c'est une infime partie du travail que nous, on a fait. Le travail de Jean-Marie Van Lierenberg est une partie d'une autre. Nous couvrons cette cause. Donc, c'est pour ça qu'on ne se dispute pas sur les montants. Je voudrais revenir un moment, parce qu'on n'a pas fini, sur pourquoi on n'a pas fixé de montant. Si on était arrivé à la conférence de presse ce matin en vous disant ça fait 25 milliards, ça fait 72 milliards, ça fait 1 million... On parlait que de ça. On parlait que de ça. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est que d'abord les Français, ensuite les journalistes, et puis les systèmes comprennent qu'il y a un système auquel il faut s'attaquer. Et quand on aura compris la méthodologie, il sera beaucoup plus facile ensuite d'arriver à financer. Donc on ne voulait pas focaliser sur des montants, non pas qu'intellectuellement on ne soit pas capable de faire une addition. D'abord, on n'a pas eu beaucoup d'aide technique. Là, on a eu franchement des obstructions, je dois vous le dire. Oui. Oui. Qui vous a empêché? On ne nous a pas répondu, notamment la CNAV en particulier. La Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui gère un certain nombre de fichiers. Mais elle ne répond pas davantage à mon collègue Sébastien Meurant, qui est le rapporteur spécial du budget de l'immigration à la Commission des finances, qui à la Commission des finances a un pouvoir spécial, imaginez-vous, d'enquête sur pièce et sur place, et qui n'a pas non plus les réponses pour savoir combien de prestations sont versées à l'étranger aujourd'hui. C'est de la négligence ou c'est une volonté? Non, c'est de l'obstruction. Qu'est-ce qu'on protège? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il faut que ça se termine. Je vais vous dire pourquoi. Restons sur cette histoire de 2 à 5 millions de cartes en trop. C'est ni Colombo, ni un Cluedo, ni un jeu. Il y a 5 millions de cartes actives aujourd'hui. Il faut absolument savoir si des fonds sont débités, s'ils profitent à quelqu'un, et à qui, et combien ça nous coûte. Il faut que ça s'arrête, ça. Mais les assurés veulent le savoir. Voilà. Les assurés, ceux qui payent, ceux qui cotisent, voudraient savoir où va cet argent. Mais nous aussi, parce que, voyez-vous, on a quand même 2000 milliards de dettes. Donc il faut savoir ça, parce que c'est une question de transparence et c'est une question de contrôle budgétaire et de contrôle parlementaire. Donc c'est un problème de principe en dehors du problème financier. C'est aussi une question de principe. On doit pouvoir éclaircir ce mystère, et la loi de finances de sécurité sociale commence dans quelques jours, et je peux vous dire que je ne suis pas prête à lâcher le morceau. Vous avez vu Mme Buzyn, vous lui avez remis le rapport, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle a dit... Alors, je dois saluer l'action du gouvernement pour avoir identifié cette mission, subsidiairement d'avoir fait le bon choix des rapporteurs, mais... Voilà, mais surtout d'avoir mis le pied dans la porte de cette fraude sociale, parce que Madame Buzyn l'a dit très justement hier, j'aime beaucoup l'expression, mais je cite son auteur, entre totem et tabou. Et c'est vraiment ça. Et c'est vraiment ça. Donc en réalité, mieux identifier la fraude pour mieux la combattre, ça va permettre de donner de vrais moyens aux gens qui en ont besoin. Mais c'est aussi nos infirmières, c'est aussi nos services d'urgence. Non, mais c'est comme ça qu'il faut le traduire. C'est qu'il faut dire qu'il y a des réseaux mafieux qui organisent le coulage de la richesse sociale française, qui est payée par vous, moi, par les assurés, et que ceci manque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout à la fois nous parler de crise des urgences, nous dire qu'il manque de l'argent pour les retraites ou pour la politique familiale, par exemple, et puis accepter le principe que même si c'est 3 milliards, 4 milliards ou 5 milliards, même si ce n'est pas les 15, il faut effectivement y mettre un terme. Alors vous proposez 4 mesures, je vous demande de les commenter. Vous proposez d'abord, donc, on l'a déjà dit plus ou moins, mais la mise à jour du registre national d'identification des personnes physiques. C'est vrai que dans une entreprise, on vous dirait on va commencer par faire le compte client, le compte fournisseur, et puis on va regarder si c'est à peu près à jour. Si c'est pas à jour, on va le mettre au point. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. C'est plusieurs années qu'on le demande, que je le demandais, ça fait plusieurs années qu'on me le refusait. Le Sénat l'avait voté l'année dernière, l'Assemblée l'avait rejeté. C'est ce qui avait créé toute cette polémique ensuite, parce que moi j'avais juste demandé un rapport sur ces fameux 14 milliards que j'avais fini par obtenir. Le rapporteur général a eu pitié de moi après plusieurs années de marronnier, où je dépose chaque année le même amendement pour me faire retoquer. L'année dernière, je l'avais obtenu. Bien, l'Assemblée le retoque. Bon, cette année, on le vote par l'Assemblée, donc on va évidemment le voter au Sénat, et on va enfin faire la lumière sur ces fichiers. Deuxième suggestion que vous faites avec votre consoeur de l'Assemblée nationale, obliger les allocataires à fournir une preuve de vie chaque année. C'est-à-dire, je dis chaque année, moi, Pascal Perry, je suis toujours là. C'est ça? Alors c'est ce qui arrive. Comment ça se passe là? Eh bien, vous savez qu'on a eu cette loi, ces problèmes avec les comptes bancaires en déshérence. Et donc on a voté une loi il y a plusieurs années sous l'égide de M. Eckert, qui a été ministre. Christian Eckert, absolument, qui s'appelle la loi Eckert, où vous êtes obligé, vous répondez à votre banque chaque année que vous êtes vivant.
Ouais. Et donc, on avait proposé d'instituer un mécanisme à peu près identique pour les organismes de sécurité sociale. Alors, ça a posé des problèmes de technique, il y a beaucoup plus d'assurés, c'est compliqué, etc. Mais je crois qu'il faut aller vers ça. L'autre solution... Il y a un obstacle là, il n'y en a pas. A priori, à l'ère du digital, on devrait pouvoir faire les choses. Oui, et aussi du biométrique, mais ça c'est un autre sujet, parce qu'il y a une proposition visant à avoir une carte vitale biométrique qui arrive, déposée par les LR dans quelques semaines. Ça peut poser des problèmes d'intendance, parce que c'est une lourde gestion, et ça ne garantit pas non plus l'authentification. Donc l'autre solution, ce serait d'obliger les prestations sur un compte français. Alors justement, j'avance un peu parce qu'il y a deux autres suggestions. On va rapidement passer la suivante. C'est limiter la durée de vie des cartes vitales on en a avec parlé. Une reconduction, c'est ce que vous évoquiez. Et puis dernier point, c'est ce que vous vous apprêtiez à dire, interdire le versement des aides sociales sur un compte domicilié à l'étranger. Là aussi, pardon, mais ça me paraît tomber sous le sens. Eh ben, ça tombe pas sous le sens du tout. D'abord parce qu'il y a beaucoup de bénéficiaires qui ont vraiment des droits et qui habitent à l'étranger et qui se font virer leur argent à l'étranger, ce qui est normal. Là où on a deux soucis, un, c'est des prestations qui sont versées sur des comptes d'épargne, ce qui est absolument pas légitime puisque c'est des prestations de vie. Donc ça, il faut que ça s'arrête, à part le livret A qui a évidemment d'autres fonctions. Et la deuxième chose, c'est sur un compte français, c'est une suggestion qui a été faite par les services pendant nos auditions, parce que précisément cette preuve de vie qui est donnée aux banques, les banques pourraient la communiquer aux organismes de sécurité sociale. Ça ferait un boomerang et ça éviterait de demander deux fois la même chose dans la politique du dites-le nous une fois qu'on essaye de promouvoir. Merci beaucoup Nathalie Goulet, sénateur de l'Orne. Comptez sur nous, ici à Périscope, pour suivre cette affaire-là, parce qu'elle est intéressante. En effet, c'est l'argent de chacun d'entre nous dont il est question, comme la fraude fiscale d'ailleurs. Absolument. Au passage. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui dans Périscope, en direct, comme chaque jour sur LCI. Dans un instant, Arlette Chabot, le débat. Au revoir.